Alors, mes petits boucliers de viande, imaginez qu'une classe entière de CE2 se lève brusquement et disparaisse au milieu de la nuit. Ça ressemble à un cauchemar absolu pour les services de sécurité, non ? Mais il semble qu'ils aient tous disparu sans laisser de traces. Et la police n'a toujours pas trouvé de réponse, même après un mois entier de recherche. Et la vérité est plus effrayante qu'ils ne pourraient l'imaginer. Ces gens n'ont aucune idée qu'ils sont en réalité attaqués par une sorcière parasitaire qui a besoin de leur énergie pour assurer sa survie et qui transforme tous les habitants de la ville en zombies dénués de raison qui ne s'arrêteront pas avant d'avoir tué leur cible. Je suis donc là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre Tati Gladys dans Évanoui. Bon, je pense qu'on peut affirmer sans risque de se tromper qu'après cette nuit, cette ville ne sera plus jamais la même. Notre histoire commence il y a 2 ans, un mercredi matin ordinaire dans la paisible ville de Maybrook. Alors que les enfants arrivent à l'école, la nouvelle enseignante de CE2, Mademoiselle Gandhi, entre dans sa classe et découvre que tous ses élèves ont disparu. Et ce qui s'est passé ensuite a été si étrange qu'il est impossible de l'expliquer. À 2h17 précisément la nuit précédente, les 17 enfants ont quitté leur domicile et se sont enfuis dans la nuit, comme s'ils étaient sous l'emprise d'un sortilège. La police a recueilli toutes les informations possibles auprès des parents et grâce aux caméras des interphones. Mais malgré toutes leurs recherches, les autorités n'ont pas réussi à déterminer où les enfants étaient partis. Un seul garçon nommé Alex s'est présenté en classe, mais il n'a rien pu dire sur ce qui était arrivé aux autres enfants. Mademoiselle Gandhi non plus d'ailleurs. Et après 1 mois d'enquête, il n'était pas plus avancé. Mais bientôt, un événement allait se produire et bouleverser cette ville à jamais. Ok, la police de cette ville ne doit clairement pas faire son travail, parce qu'il est impossible que 17 enfants disparaissent pendant 1 mois entier sans qu'elle ait la moindre piste. Dès qu'elle a réalisé combien d'enfants avaient disparu et à quel point les liens entre toutes ces affaires étaient étranges, la police aurait dû demander l'aide du FBI, parce que ça dépasse largement le cadre d'une enquête ordinaire. Il semble qu'ils aient déjà essayé d'utiliser des chiens pisteurs, et je suis un peu surprise que ça n'ait pas donné de meilleurs résultats. Il suffit d'avoir quelque chose qui porte l'odeur de l'enfant, comme un t-shirt, une couverture ou une tête d'oreiller, et les chiens peuvent les suivre sur des kilomètres, surtout dans les premières 24 heures. Leur odorat particulier leur permet de suivre les traces de cellules cutanées et de la sueur laissées par une personne lorsqu'elle marche, ce qui aurait dû permettre à la police de voir où mène la piste ou si les enfants disparus se sont croisés. Et voici le problème. Comme ces enfants ne sont qu'en CE2, ils n'auraient pas pu aller très loin en une nuit. Autre chose que les enquêteurs ne semblent pas bien utiliser, ce sont les caméras des sonnettes et les images de vidéosurveillance. Ils devraient collecter ces informations dans toute la ville, pas seulement dans les maisons concernées, et essayer de reconstituer la zone où les enfants auraient pu se rendre ou s'il y avait des véhicules suspects dans la zone à ce moment-là. Maintenant, s'il s'était agi d'une affaire réelle, les informations auraient été diffusées à l'échelle nationale dans les 72 heures suivant la disparition des enfants. Mais après 1 mois entier sans aucune trace ni découverte de corps, ça pourrait signifier qu'ils se trouvent toujours quelque part à proximité. Et si quelqu'un retient 17 enfants au même endroit, il y aura probablement quelques indicateurs. La première chose dont ils auraient besoin est une grande quantité de nourriture. La police devrait donc rechercher tout cambriolage dans les épiceries locales ou tout achat inhabituel de nourriture en vrac de type survivaliste. Ils vont également générer beaucoup de déchets et avoir besoin de beaucoup d'eau, donc l'augmentation des factures d'électricité et d'eau devrait être un autre indice. Il y aura même une accumulation notable de CO2 là où ils sont détenus. La police pourrait donc utiliser des drones équipés de détecteurs de CO2 pour vérifier s'il y a des pics inhabituels dans la zone. Avec toutes ces informations, ces enfants auraient dû être retrouvés depuis longtemps. Mais la vérité sur cette affaire est bien plus étrange que ce qu'on pourrait imaginer. Justine. Avant la reprise des cours, les responsables de l'école décident d'organiser une grande réunion pour tous les parents de la ville. C'est là que nous retrouvons Mademoiselle Gandhi, assise au premier rang. Elle essaie de passer inaperçue, mais il ne faut pas longtemps avant qu'un père en colère se lève et commence à exiger des réponses. Justine monte à la tribune et fait de son mieux pour convaincre l'assemblée de son innocence. Mais la foule devient tellement agitée que la réunion doit être interrompue. Au lieu de rentrer chez elle, Justine se rend directement au magasin d'alcool pour acheter 2 bouteilles de vodka bon marché, où elle reçoit un appel d'un numéro masqué lui conseillant de surveiller ses arrières. Quand elle sort, elle remarque un pick-up qui semble la surveiller et elle vérifie qu'elle n'est pas suivie lorsqu'elle arrive chez elle. Elle est dans la cuisine en train de se servir un verre quand elle entend sonner à la porte. Mais lorsqu'elle appelle pour savoir qui est là, le visiteur ne répond pas. Nerveuse, elle jette un œil par le Judas et vérifie même la fenêtre avant. Mais le farceur est introuvable. Elle est sur le point de baisser sa garde quand une nouvelle série de coups bruyants la fait sursauter de peur.
Furieuse, elle attrape une bombe lacrymogène et se précipite à l'extérieur pour affronter les intrus. Mais quand elle arrive sur place, elle ne peut que constater que le mot « sorcière » a été écrit à la peinture rouge sur le flanc de sa voiture. Le lendemain matin, Justine apprend qu'elle est suspendue de ses fonctions jusqu'à ce que la situation se calme. Curieuse, elle demande à parler à Alex, mais le directeur lui répond que l'enfant est déjà suffisamment traumatisé et il lui demande de le laisser tranquille. Plus tard dans la nuit, elle retrouve son ex-petit ami Paul au bar, qui officie dans la police locale et enquête sur l'affaire des enfants disparus. Il fait de son mieux pour lui donner des conseils, mais elle est convaincue que toute la ville se retourne contre elle, et rien de ce qu'il dit ne peut la faire changer d'avis. Au cours de la conversation, Paul mentionne que lui et sa femme Donna sont en train de se séparer, et il ne faut pas longtemps avant qu'il ne se laisse convaincre de prendre un verre. Et pour finir, la seule chose dont il se souvient ensuite, c'est qu'il se réveille chez Justine avec une terrible gueule de bois et qu'il est déjà l'heure de retourner au travail. Ok, Justine pense que tout le monde dans cette ville se retourne contre elle, et elle a raison. Mais vous savez ce qui ne va pas l'aider? Passer toutes ses nuits à se bourrer la gueule et à coucher avec son ex, marié qui plus est. Vous voyez, la raison pour laquelle tout le monde dans cette ville semble en avoir après elle, c'est parce que les gens sont naturellement programmés pour donner un sens à l'incertitude. Avec 17 enfants disparus et aucun indice sur ce qui s'est passé, c'est tout simplement trop pour leur cerveau. Et s'ils ne peuvent pas expliquer ce qui s'est passé, ils peuvent au moins trouver une personne à blâmer, ce qui fait de Justine la cible idéale. De plus, n'oublions pas qu'elle est nouvelle dans la région, donc dans une petite ville comme celle-ci, elle deviendra instantanément suspecte dès que quelque chose tournera mal. Et sans amis dans le cercle local, elle n'a personne pour la soutenir. Mais il semble que Justine ait d'autres soucis que d'être critiquée par les groupes Facebook locaux, parce qu'après l'appel téléphonique menaçant et la présence d'une personne à l'extérieur de sa maison, elle doit se rendre à l'évidence qu'elle est réellement en danger ici. Maintenant, après la réunion à l'école, le policier lui a demandé si elle avait un endroit où aller, parce qu'il savait qu'elle serait en danger si elle restait chez elle. Donc, au lieu de rentrer, Justine devrait trouver un autre endroit où se réfugier pour le moment. Que ce soit chez des amis, de la famille ou simplement dans une chambre d'hôtel à l'extérieur de la ville. Et si c'est pas possible, je lui suggérerais d'installer des lumières à détection de mouvement à l'extérieur et de garder une lampe de poche, du spray au poivre et son téléphone à portée de main à tout moment, au cas où quelqu'un viendrait lui rendre une nouvelle visite. Ah oui, et si ça se reproduit, elle ne devrait peut-être pas se précipiter à l'extérieur en laissant sa porte d'entrée grande ouverte. Je veux dire, tout ce qu'elle a réussi à faire avec cette stratégie, c'est de se montrer complètement exposée et vulnérable à une éventuelle embuscade. La prochaine fois, elle devra rester à l'intérieur, verrouiller les portes et appeler cette foutue police. Comme ça, elle ne finira pas par être enlevée à son tour. Et dans l'immédiat, elle devra éviter de se rendre à d'autres événements publics et ne sortir que pour des choses essentielles pendant les heures creuses de la journée quand elle sera moins susceptible d'être confrontée à un parent en colère. Elle devra également rester vigilante et éviter les ennuis, ce qui signifie qu'il serait temps d'arrêter l'alcool et de mettre fin à sa liaison avec Paul. Ouais. Et tant qu'elle fera profil bas et qu'elle restera vigilante, elle devrait pouvoir éviter de se faire tuer par une foule en colère. Alors qu'elle ramène Paul à sa voiture, Justine lui demande comment avance l'enquête, mais il semble qu'ils aient pratiquement abandonné. Frustrée, elle refuse de laisser tomber et décide qu'il est temps de prendre les choses en main. Elle s'apprête à partir quand elle remarque Alex qui prend le bus pour rentrer de l'école. Et ignorant l'avertissement du directeur, elle décide de le suivre jusque chez lui. Gardant ses distances, elle le regarde entrer avant d'aller sonner à la porte. Mais ses parents ne viennent pas ouvrir. Étrangement, toutes les fenêtres sont recouvertes de journaux, ce qui est tellement bizarre qu'elle décide d'aller jeter un coup d'œil dans le jardin. C'est alors qu'elle trouve une petite ouverture dans une des fenêtres. Mais quand elle jette un coup d'œil à l'intérieur, l'endroit semble complètement abandonné. Tout à coup, elle remarque les deux parents assis dans l'obscurité totale. Et en reculant, elle finit par renverser un tas de bric-à-brac, ce qui fait un énorme bruit. Mais quand elle regarde à nouveau à l'intérieur, c'est comme si les parents n'avaient rien entendu. Paniquée, elle appelle immédiatement le directeur pour lui rapporter ce qui s'est passé. Mais celui-ci est furieux qu'elle se soit approchée de la maison. Au lieu d'envoyer la police, il demande qu'elle les laisse tranquilles. Mais Justine est convaincue qu'il se passe quelque chose d'étrange ici. Plus tard dans la nuit, Justine se réveille d'un cauchemar terrifiant au son de quelque chose qui bouge dans sa maison. Elle se recouche et est horrifiée de voir une vieille dame à l'air bizarre suspendue au plafond juste au-dessus d'elle. Mais elle se reprend et se rend compte que tout ça n'était que le fruit de son imagination. Le lendemain, elle décide d'attendre Alex à la sortie de l'école. Mais quand elle essaie de lui parler, le garçon se contente de la dépasser et rentre chez lui en trombe.
Les parents ne viennent toujours pas ouvrir la porte et elle est frustrée. Elle décide donc d'attendre de l'autre côté de la rue jusqu'à ce que quelqu'un vienne. Les heures passent sans aucun signe d'activité et Justine finit par sombrer dans un sommeil induit par la vodka. Mais à ce moment-là, quelqu'un ouvre la porte. Tout à coup, la mère du garçon sort à l'extérieur en marchant comme une marionnette et se dirige vers la voiture. Justine est tellement ivre qu'elle ne remarque pas que la femme ouvre la portière arrière de sa voiture et monte à l'intérieur. Elle lui coupe ensuite une grosse mèche de cheveux avant de disparaître à nouveau à l'intérieur de la maison. Ok, fallait absolument jouer les Nancy Drew ici, pas vrai? Bon, voici un conseil. Si tu t'approches d'une maison et que tu vois des fenêtres recouvertes de journaux, c'est le moment de faire demi-tour et de t'éloigner. Je veux dire, laisse la police enquêter sur ce bordel s'ils ont un motif. Mais si tu tiens à garder tous tes membres et à rester en bonne santé, c'est généralement le signe qu'il vaut mieux foutre le camp. Comme Justine a décidé de fouiner quand même, elle sait qu'il y a définitivement quelque chose qui cloche avec les parents de cet enfant. Et donc, vu que le directeur ne veut rien faire, elle avait toutes les raisons d'aller directement voir les services sociaux et de faire une dénonciation anonyme à la police locale. Mais au lieu de ça, elle a décidé de continuer à enquêter de son côté. Et ça s'est passé aussi mal que tout le reste dans sa vie. Après avoir vu l'intérieur pour la première fois, le fait qu'elle n'ait même pas apporté de caméra pour sa deuxième visite était absolument idiot. Je veux dire, si elle l'avait fait, elle aurait pu surprendre la mère du gamin en train de se comporter comme une folle, ce qui lui aurait fourni toutes les preuves dont elle avait besoin. Quand elle va se réveiller, elle va vite remarquer qu'une grosse touffe de ses cheveux a disparu. Et si elle s'y connaît un peu en sorcellerie, elle pourrait y voir un signe qu'elle a été exposée à de la magie noire. Dans certains types de sorcellerie, les cheveux constituent un lien avec l'essence d'une personne. Et tout objet physique lié à une personne peut être utilisé pour la manipuler ou lui nuire à travers différents types de rituels. Maintenant qu'ils ont une mèche de ses cheveux, elle doit prendre des mesures pour se protéger avant qu'il ne soit trop tard. Ça signifie purifier sa maison avec de la sauge, saupoudrer du sel le long des portes et des fenêtres, porter un objet en fer comme un clou pour perturber l'influence de la magie et porter une croix ou un autre type de talisman protecteur. La meilleure façon de briser un sort est de découvrir qui l'a jeté et pourquoi. Et ces récents cauchemars pourraient bien être la clé. Le visage d'Alex dans son cauchemar ressemblait trait pour trait à celui de la vieille dame du plafond, ce qui est tellement bizarre que ça doit forcément signifier quelque chose. Je demanderai aux habitants si quelqu'un a vu cette femme dans les environs et je commencerai à la rechercher afin de découvrir ce qu'elle mijote. L'histoire passe ensuite à la perspective d'un homme nommé Archer, dont le fils Matthew fait partie des élèves disparus. Entre ses activités dans son entreprise de construction, il passe constamment au poste de police pour s'enquérir de l'affaire des enfants disparus. Mais le chef commence à s'agacer de le voir venir sans cesse. Il est convaincu que Justine sait quelque chose, mais comme la police l'a écarté de la liste des suspects, il décide d'aller chercher la vérité par lui-même. Cette nuit-là, après avoir suivi Justine jusqu'à son domicile et peint le mot « sorcière » sur sa voiture, Archer se retrouve dans un rêve où il voit qu'il est 2h17 du matin. Et sans faire de bruit, son fils se lève et disparaît par la porte d'entrée. Il se lance à sa poursuite, suit l'enfant à travers les jardins et le regarde courir vers une copie identique de leur propre maison dans un autre quartier. Il le suit à l'intérieur, se précipite dans la chambre du garçon où il trouve l'enfant allongé dans son lit. Mais tout à coup, les lumières s'allument et son fils est remplacé par la même vieille femme terrifiante qui est apparue à Justine. Puis, il se réveille perplexe quant à la signification de tout ça. Le lendemain matin, il remarque au loin une tour radio qui correspond au chemin emprunté par son fils, ce qui lui donne une nouvelle idée. Il se procure un plan du quartier, trace une ligne droite entre sa maison et la tour et commence à chercher des indices sur la destination de son fils. C'est un début, mais il lui faut plus d'éléments pour avancer. Il décide donc de se rendre dans une des autres familles et demande à voir les images enregistrées par la caméra de leur sonnette. À partir de ce qu'il voit, il marque l'endroit exact où la fille a marché sur le trottoir et il trace une ligne pour indiquer son trajet à travers le quartier. Il parvient ainsi à trouver un point où les deux chemins se croisent. Et maintenant, il est sur le point de comprendre comment tout ça s'articule. Alors qu'il traverse la ville en voiture, il aperçoit Justine qui s'arrête à la station-service et décide d'aller la confronter. Une violente dispute éclate immédiatement à la pompe, mais tout bascule quand elle aperçoit le directeur qui court vers eux à toute vitesse. Sans crier gare, l'homme se précipite sur Justine, l'attrape à la gorge en ignorant complètement Archer et la plaque au sol. Le père tente de l'éloigner alors qu'il continue à vouloir s'en prendre à elle, mais l'homme finit par se retourner contre lui à la place, et il commence à l'étrangler avec une expression démente sur le visage. Ok, bon, on dirait qu'il est officiellement temps pour Archer et Justine de commencer à travailler ensemble.
Se faire attaquer à la station-service par un fanatique en mode zombie serait assez terrifiant pour n'importe qui. Mais ça leur offre aussi la meilleure opportunité à ce jour de résoudre cette affaire. Parce que, comme Archer l'a déjà remarqué, Marcus présente les mêmes symptômes que les enfants disparus. Ce qui signifie que d'une manière ou d'une autre, les deux événements doivent être liés. Maintenant, le problème c'est que ce type semble se moquer de sa propre sécurité et qu'il n'a qu'une seule idée en tête, tuer Justine. Je veux dire, il n'arrêtera pas tant que l'un d'eux ne sera pas mort, mais il nous est beaucoup plus utile vivant, donc nous devrions essayer de le neutraliser sans le tuer si possible. Tout d'abord, Archer doit utiliser ses deux mains pour attraper les poignets de Marcus, rentrer ses coudes contre son corps, puis tirer vers le bas comme s'il tirait une corde vers ses hanches, ce qui devrait suffire à briser sa prise. Ensuite, il devra utiliser une technique de Jujitsu appelée Upa Escape. Pour ce faire, il devra choisir un des bras de Marcus et le plaquer contre sa poitrine. Ensuite, il devra crocheter le pied de l'homme avec sa jambe et pousser vers le haut avec ses hanches afin de faire rouler Marcus sur le dos. À partir de là, il devrait être assez facile de le maintenir au sol et de le contrôler jusqu'à l'arrivée de la police avec des menottes. Mais s'il est trop fort, la seule solution sera de l'assommer avec un étranglement par derrière qui coupera l'apport sanguin à son cerveau. Cette technique devrait le rendre inconscient sans causer de dommages permanents, ce qui laissera le temps aux autres de le menotter. Ensuite, avec un peu de chance, il reprendra ses esprits et leur racontera tout ce qui s'est passé. Ou au moins, ils pourront lui faire passer des examens à l'hôpital pour voir s'il y a une explication logique. Ce serait également le moment idéal pour fouiller la maison du directeur, parce que c'est la première chose étrange qui se produit depuis la disparition des enfants. Ils pourraient ainsi trouver chez lui des indices qui leur donneraient de nouvelles pistes. De plus, maintenant qu'ils ont trouvé un endroit où les deux enfants se sont croisés, ils devraient commencer à partir de là à rechercher des maisons abandonnées, des parcs, des bouches d'égout ou d'autres cachettes suffisamment grandes pour accueillir 17 enfants. Dès qu'ils commenceront à discuter ensemble, ils se rendront compte qu'ils ont tous les deux vu la même femme étrange dans leurs rêves. Franchement, ça ne peut pas être une coïncidence, donc comme nous l'avons mentionné précédemment, ils devraient commencer à se renseigner pour voir si quelqu'un a vu cette femme, parce que elle est manifestement liée à cette affaire. Ensuite, l'histoire passe à Paul, qui effectue une autre journée de travail ennuyeuse quand il aperçoit un type louche nommé James qui traverse la rue. Il le surprend en train d'essayer de s'introduire dans un immeuble par la fenêtre arrière. Mais lorsqu'il l'interpelle au mégaphone, le type s'enfuit en courant dans la direction opposée. Paul fonce à toute vitesse autour du pâté de maison, slalomant entre les voitures jusqu'à ce qu'il parvienne à le bloquer. Il sort de sa voiture, rattrape rapidement le type et le plaque au sol. Mais plutôt que de le malmener, il lui demande poliment s'il est clean avant de le ramener à la voiture. Le type jure qu'il n'a rien sur lui, mais dès que Paul met la main dans sa poche, il se retrouve avec une aiguille dégoûtante plantée dans la main. Furieux, il frappe le type et l'assomme. Et c'est là qu'il a commis sa plus grosse erreur. Il se précipite vers la boîte à gants, attrape la trousse de premier secours et commence à désinfecter la blessure. Mais c'est là qu'il se souvient que tout a été filmé par sa caméra embarquée. Réalisant qu'il a fait une erreur, il réveille le type et lui dit qu'il le laisse partir. Mais il l'avertit que ce sera bien pire s'ils se recroisent un jour. Sentant que sa vie s'écroule, il retourne au poste et se met à fulminer dans sa voiture. Mais à ce moment-là, il reçoit un SMS de Justine qui lui dit « Hey !» Et nous savons déjà ce qui va se passer ensuite. Après avoir passé la nuit chez elle, il rentre chez lui et découvre que sa femme Donna est déjà revenue de son voyage d'affaires. Elle comprend immédiatement qu'il a fait quelque chose de pas net, et vu qu'il n'arrive pas à trouver d'excuses pour expliquer où il était, elle comprend rapidement ce qu'il a fait. Plus tard, alors qu'il se prépare pour sa prochaine garde, il voit James se diriger vers le commissariat. Il est persuadé que James est là pour le dénoncer, alors il saute immédiatement dans sa voiture et se lance à sa poursuite dans la rue. Mais rien ne pouvait le préparer à ce qui va se passer ensuite. Ok, Paul est sans doute le pire flic qui soit, et il doit se reprendre en main avant de finir lui-même derrière les barreaux. Il est évident qu'il n'est pas heureux dans sa relation et qu'il est en phase de sevrage alcoolique. Il continue donc de ressentir les effets persistants de son addiction, comme un déséquilibre de la dopamine, des troubles du sommeil et des pics d'anxiété. Sans l'alcool, il a perdu son mécanisme d'adaptation préféré. Il devrait donc vraiment chercher de l'aide en consultant un psychologue ou même en participant à des réunions des alcooliques anonymes, comme le suggérait sa femme. Mais au lieu de ça, il continue à tout garder pour lui et à ingurgiter des tonnes de caféine. C'était donc qu'une question de temps avant que quelque chose comme ça n'arrive, et c'est pourquoi il a décidé de passer sa colère sur James. Maintenant, si Paul avait suivi les règles, il aurait d'abord dû appeler par radio, puis rester à distance de sécurité, surveiller le suspect et attendre l'arrivée des renforts avant d'intervenir.
De cette façon, plusieurs agents auraient déjà été présents sur les lieux. La dernière chose qu'il aurait dû faire était donc de rouler à toute vitesse sur ces routes très fréquentées où il risquait à tout moment de heurter un passant innocent. Il aurait mieux valu le laisser partir si nécessaire, parce qu'un autre agent aurait fini par repérer le suspect tôt ou tard et aurait pu l'arrêter en toute sécurité au lieu de mettre des civils en danger. Maintenant, une fois que Paul a finalement rattrapé le suspect, il l'a à peine fouillé avant de mettre la main dans sa poche et de se faire piquer par l'aiguille, s'exposant ainsi à toutes sortes de maladies horribles que personne ne voudrait attraper. Cette situation était déjà suffisamment grave, mais sous la pression, il a craqué et a assommé le suspect sans raison. Il aura donc de la chance s'il ne finit pas en prison à présent. Si Paul avait simplement appelé ses collègues et pris son temps, il ne se serait jamais retrouvé dans cette situation. Et il n'a aucune idée à quel point les choses vont empirer. James. Passons maintenant au point de vue de James, qui vit dans une tente à la périphérie de la ville. Il a besoin d'argent et parcourt le quartier à la recherche d'un moyen de se faire rapidement du fric. Et il décide finalement de tenter sa chance en volant dans un des commerces locaux. Mais c'est là qu'il se fait prendre par l'agent Paul. Tandis qu'il traverse le quartier, il passe devant la maison d'Alex et remarque que l'allée est jonchée de vieux journaux, signe révélateur que la maison doit être à l'abandon. Il fait le tour et se faufile à l'intérieur par une fenêtre à l'arrière. Mais il ne se doute pas que cette maison n'est pas vide. Il se dirige vers le salon et commence à fouiller quand tout à coup il remarque le reflet des parents sur l'écran de télévision. Il se retourne et est choqué de les voir assis immobiles sur le canapé. Mais le plus étrange, c'est qu'il ne semble même pas savoir qu'il est là. Après avoir essayé de les réveiller, il retourne remplir sa tête d'oreiller de DVD, mais il entend tout à coup un bruit sourd à l'étage. Sans y prêter attention, il se rend directement dans la cuisine et commence à vider bruyamment l'argenterie. Mais au moment où il s'apprête à partir, il remarque la porte du sous-sol et décide d'aller jeter un coup d'œil à l'intérieur. Une fois arrivé en bas des marches, il est choqué de découvrir un groupe d'enfants flippants qui se tiennent debout dans l'obscurité. C'est alors que l'un d'eux se retourne et le regarde droit dans les yeux. Terrifié, il se précipite à l'étage et commence à placer des meubles devant la porte. Et c'est là que les adultes se lèvent enfin et se mettent à le poursuivre. Mais il court vers la porte et sprinte dans la rue avant qu'ils ne puissent le rattraper. Une fois de retour au magasin du prêteur sur gage, il remarque qu'une récompense de 50 000 $ est offerte pour toute information sur les enfants disparus. Il réalise alors qu'il sait exactement où ils se trouvent. Comme il veut la récompense, il appelle la police pour faire sa déposition. Mais il lui demande de venir au poste en personne. Et bien sûr, quand il marche vers le bâtiment, l'agent Paul commence à le pourchasser. Alors il court à travers les bois jusqu'à sa cachette. Quand il semble avoir semé son poursuivant, il sent une présence étrange près de lui. Et il aperçoit la vieille femme effrayante qui lui fait signe de la main. Horrifié, il court vers sa tente et attrape une poignée de seringues pour se défendre. Mais il ne tarde pas à entendre quelqu'un ouvrir le rabat. Il attend le dernier moment, puis se jette en avant et poignarde l'intrus en plein visage. Mais il s'avère qu'il s'agissait en fait de l'agent Paul. Furieux, l'homme menace de lui faire sauter la cervelle, mais James lui avoue qu'il sait où se trouvent les enfants disparus. Paul décide de le croire. Il ramène le jeune homme à sa voiture et lui demande de lui montrer la maison. Arrivé à l'extérieur de la maison d'Alex, il laisse James dans la voiture et descend pour aller voir. Cette fois, la porte s'ouvre et quelqu'un le laisse entrer. Mais il ne se doute pas qu'il marche droit dans un piège. Les heures passent sans que Paul ne revienne, jusqu'à ce qu'il ouvre enfin la porte et se précipite vers la voiture. Et il empoigne James par les pieds avant de le traîner à l'intérieur. Ok, d'accord. Le bon côté des choses, c'est que la récompense de 50 000 $ est toujours à gagner. Mais il semblerait maintenant que ces deux-là soient sur le point de se retrouver dans la même situation. Désolé James et Paul, mais on dirait que vous venez de merde. Bon, commençons par mon pote James. Voici un conseil gratuit. Quand tu te retrouves à voler des petits-enfants pour financer tes vilaines habitudes, c'est un signe évident que tu dois changer de vie, et vite. Je vous jure, la seule chose pire que les flics de cette ville, ce sont ces criminels. Parce que comment peux-tu regarder un policier droit dans les yeux et recommencer à commettre un crime environ 10 secondes plus tard? C'est un comportement typique de PNJ, et d'une manière ou d'une autre, tes décisions n'ont fait qu'empirer à partir de là. Tu as donc tenté ta chance toute la journée jusqu'à ce que tu te fasses littéralement assommer par un flic cinglé. Mais ensuite, au lieu de raccrocher pour la soirée, tu as décidé de commettre encore plus de crimes. Sérieusement mec, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Au moins, tu as eu la présence d'esprit de remarquer les journaux éparpillés dans le jardin, mais ça ne garantissait tout de même pas que la maison était vide.
Je veux dire, il y avait littéralement un monospace dans l'allée, alors tu aurais au moins pu jeter un œil à la fenêtre avant de te glisser à l'intérieur comme un foutu junkie. Et si un fou vivait là? Ou pire encore, 2 fous et une bande de petits gosses bizarres tous debout en cercle. Je sais que t'es pas le lampadaire qui éclaire le mieux le trottoir, mais dès que tu t'es retourné et que tu as vu ces 2 propriétaires zombifiés assis sur le canapé, c'est à ce moment-là que tu aurais dû courir vers la porte. Tu n'aurais pas dû rester pour voir quelles autres surprises cet endroit avait à offrir. Maintenant, aller voir la police est peut-être la chose la plus intelligente que James ait jamais faite. C'est juste dommage que l'officier Paul ait été lui aussi complètement stupide dans cette affaire. Ce que je veux dire par là, c'est que si James disait la vérité, alors il se passait quelque chose de dangereux là-bas. Et je sais qu'il n'est pas la source la plus fiable, mais si tu l'as suffisamment cru pour aller vérifier, alors tu aurais aussi pu appeler ces putains de renforts. Tu vois de quoi je veux parler? Si tu avais simplement appelé des renforts, toute l'affaire aurait déjà été résolue et les habitants de la ville auraient enfin eu des réponses. Mais à présent, on dirait que vous êtes tous les deux sur le point d'être zombifiés à votre tour. Et c'est pour ça que vous avez merdé. Marcus. Ensuite, l'histoire reprend avec le directeur Marcus qui est en train de faire ses courses quand Justine l'appelle pour lui parler de la maison. Il accepte à contre-cœur d'inviter les parents de l'enfant à une réunion à l'école. Le jour J, il est très surpris lorsqu'une vieille femme portant une perruque orange vif se présente à son bureau. La femme explique qu'elle est Gladys, la tante d'Alex, et qu'elle s'occupe de la famille depuis que ses parents sont tombés gravement malades. Essayant de rester professionnel, il remercie la femme d'être venue, mais il demande à rencontrer les parents en personne afin de clarifier certaines choses. Le lendemain, le directeur et son mari Terry sont chez eux en train de regarder la télévision quand ils entendent quelqu'un frapper à la porte d'entrée. En allant ouvrir, il est surpris de voir Gladys qui parvient à se faire inviter à entrer après leur avoir raconté une longue histoire larmoyante sur son périple à travers la ville. Les choses deviennent encore plus étranges lorsqu'elle demande un bol d'eau. Mais tout se passe si vite que Marcus n'a d'autre choix que de se plier à ses exigences. Après s'être assuré qu'ils n'ont pas encore contacté la police, elle sort une petite brindille et enroule un des rubans du directeur autour avant de se couper la paume avec une des épines et d'étaler le sang sur le bâton. Ensuite, elle incite Terry à s'approcher suffisamment pour lui arracher une mèche de cheveux. Et avant que Marcus ne puisse appeler la police, elle fait tinter une petite cloche qui le stoppe net dans son élan. La femme enroule les cheveux de Terry autour de la branche avant de la casser en 2. Mais dès qu'elle le fait, Marcus se retourne contre son mari et le plaque au sol, lui assénant des coups de tête à répétition jusqu'à ce que son visage soit complètement fracassé. Enfin, Gladys jette la brindille dans le bol d'eau, ce qui a pour effet d'arrêter le directeur dans son élan. Mais elle saisit quelques mèches de cheveux de Justine, répète le processus et l'envoie à la poursuite de l'enseignante ensuite. Marcus se précipite vers la porte, traverse la ville à toute vitesse et se dirige tout droit vers la station-service. Et c'est là qu'on retrouve finalement Justine et Archer qu'on avait croisés plus tôt dans le film. Ouais. Après avoir plaqué Archer au sol, il se relève et se met à poursuivre Justine à travers le magasin jusqu'à ce qu'elle parvienne à revenir à sa voiture. Il réussit à briser la vitre alors qu'elle se débat avec les clés, mais elle finit par réussir à démarrer et s'enfuit avec l'homme toujours à ses trousses. Archer se relève, monte dans son pick-up et se lance à la poursuite du directeur. Mais celui-ci ne va pas bien loin et se fait littéralement pulvériser par un SUV qui passait dans la rue. À l'hôpital, Archer tente d'expliquer à la police ce qu'il a découvert. Mais bien entendu, les policiers le prennent pour un fou et le renvoient sans l'écouter. Au moment de partir, il découvre Justine qui l'attend dans le hall. Et maintenant qu'ils sont enfin sur la même longueur d'onde, il décide de faire équipe. Il se rend à son véhicule et lui montre la carte du quartier sur laquelle il a travaillé. Et elle reconnaît immédiatement que les lignes se croisent juste à côté de la maison d'Alex. Ok, très bien. Maintenant, on arrive enfin à quelque chose. Il est un peu trop tard pour sauver le directeur Marcus, mais dans la maison, nous avons pu observer étape par étape comment ce rituel fonctionne réellement. Et il existe certainement des moyens de l'interrompre ou de riposter. Par exemple, pour que le processus puisse commencer, elle a besoin d'un objet personnel appartenant aux 2 cibles. Tant qu'elle ne possède rien qui vous appartient, vous êtes immunisé contre ses sorts jusqu'à ce qu'elle en ait. Ensuite, elle fait tinter une petite cloche en laiton pour déclencher le mode zombie. Mais la victime reste figée jusqu'à ce qu'elle lui donne un autre ordre. À ce stade, la meilleure chose à faire pour Terry aurait été de se précipiter sur elle et de lui arracher la clochette des mains.
Sans ses serviteurs sous son emprise mentale pour la soutenir, elle n'est qu'une vieille dame fragile. Il aurait donc très bien pu lui botter les fesses dans toute la cuisine s'il était passé à l'action avant qu'elle ne termine le rituel. Et s'il avait pu s'emparer de la cloche et la faire sonner à nouveau, il y avait une chance que ça brise le sort. Maintenant, une fois que Gladys a cassé la brindille avec les 2 objets personnels, la victime de son sort continuera jusqu'à ce que la cible soit morte. Elle restera vulnérable aux blessures toutefois, mais Terry ne voudra peut-être pas faire de mal à son mari. Du coup, au lieu de se concentrer sur le serviteur zombifié, il aurait pu s'attaquer directement à la source du problème. S'il avait pu échapper à Marcus ne serait-ce qu'une seconde, il aurait pu jeter la brindille dans le bol d'eau et briser le lien, ou se concentrer sur Gladys elle-même. Parce que si le contrôle mental est lié à sa volonté, la neutraliser aurait privé ces petits zombies de leur source de motivation. Ensuite, ils auraient pu essayer de trouver une cloche en laiton et de la marquer du chiffre 7 et d'un triangle tourné vers le haut, qui sont l'opposé des symboles sur sa clochette, parce que la faire sonner aurait pu ramener les victimes à la normale. Maintenant, en ce qui concerne Archer et Justine, ils se sont rendus chez Alex pour enquêter, mais ils devraient d'abord se préparer. Ils devraient commencer par l'essentiel, comme se munir de lampes de poche et de caméras, afin de pouvoir enfin obtenir des preuves cette fois-ci, et emporter également des armes, au cas où il y aurait d'autres de ces zombies dans les environs. Leur objectif est de trouver suffisamment de preuves pour impliquer les autorités, et non de s'occuper eux-mêmes de la situation, sauf s'ils y sont contraints. Mais ils n'ont toujours aucune idée de la gravité de la situation. Alex. Finalement, l'histoire reprend avec Alex le matin avant que sa vie ne change à jamais. Sur le chemin du retour de l'école, son père lui annonce que Gladys, sa tante malade, va passer quelque temps chez eux. Ce soir-là, Alex observe par la fenêtre de sa chambre l'arrivée de sa tante Gladys, et il remarque qu'elle a apporté une plante étrange et pas grand-chose d'autre. C'est bizarre. Et le lendemain matin, quand il jette un œil dans sa chambre, il est horrifié de voir que la vieille femme malade le regarde fixement. Après avoir supporté les brutes toute la journée à l'école, Alex est perplexe quand son père ne vient pas le chercher. Et quand il rentre seul à la maison, il trouve ses 2 parents assis comme des zombies à la table de la salle à manger. Et il comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. À ce moment-là, Gladys sort de la cuisine et, chose étrange, elle affirme que les parents du garçon vont parfaitement bien. Désespéré, il jette un verre d'eau au visage de son père, mais celui-ci ne réagit pratiquement pas, et Gladys lui ordonne d'aller directement dans sa chambre. Le lendemain matin, la femme fait asseoir Alex à table et sort une de ses baguettes magiques. Elle lui dit de regarder et lui prouve qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut à ses parents. Elle lui fait ainsi promettre de ne rien dire à personne à l'école. Une nuit, il entend la vieille femme l'appeler depuis sa chambre, et il semble que son état empire. Elle mentionne que l'hôpital ne peut pas l'aider, mais qu'Alex pourrait peut-être trouver un moyen. Elle lui demande d'aller à l'école et de lui rapporter un objet appartenant à chacun de ses camarades de classe, lui promettant qu'elle pourra enfin rentrer chez elle si elle parvient à guérir. À l'école, il attend que tout le monde soit en train de jouer dans le gymnase avant de se glisser dans la salle de classe et de prendre tous les porte-noms qu'ils ont faits. Plus tard dans la nuit, le garçon se réveille et voit la vieille femme en train de déchirer les étiquettes et de les jeter dans un bol. Elle y ajoute une allumette et sonne la cloche à 2h17 précisément. Et quelques minutes plus tard, il voit tous les enfants de sa classe arriver en courant vers la maison et se précipiter directement au sous-sol. L'enquête commence le lendemain matin, mais Gladys a toujours une longueur d'avance et parvient à éviter de se faire prendre. Un autre mois s'écoule. Alex fait comme si tout allait bien, mais un jour, en rentrant chez lui, il aperçoit une voiture de police garée devant la maison. À l'intérieur, il découvre Paul et James immobiles dans le salon. Quand il monte précipitamment à l'étage, sa tante Gladys lui dit qu'ils vont devoir partir dès le lendemain matin. Quant à ses parents, ils montent la garde à l'extérieur de la chambre de la femme, et elle avertit Alex de ne pas franchir la ligne de sel qu'elle a tracée sur le sol. Quelques heures plus tard, le garçon regarde par la fenêtre et aperçoit un pick-up garé de l'autre côté de la rue. Ce sont Justine et Archer qui discutent de ce qu'ils doivent faire. Mais soudain, quelqu'un ouvre la porte. Lorsque la personne s'avance dans la lumière, Justine reconnaît son ex-petit ami Paul. L'homme leur fait signe d'entrer, puis se retourne et disparaît dans l'ombre. Ok, ouais, je vais répondre par un grand « non, même pas en rêve » à cette question, chef. Ils doivent d'abord inspecter les lieux et commencer par essayer de jeter un œil par les fenêtres. J'irai même jusqu'à ouvrir la porte et essayer d'obtenir une réponse de Paul, parce que s'ils restent là silencieux dans le noir, ils sauront évidemment que quelque chose ne va pas. La prochaine chose qu'ils devraient faire, c'est appeler cette foutue police. Paul est comme un zombie depuis plus de 24 heures maintenant. Il y a donc une chance qu'ils envoient une voiture de police pour vérifier. Et plus nous introduisons de variables dans cette situation, mieux ce sera.
C'est aussi pour ça qu'Archer devrait appeler les autres parents et leur dire ce qu'il a découvert. Parce que s'ils parviennent à convaincre ne serait-ce que quelques personnes supplémentaires de se joindre à eux, ils pourraient rassembler une foule en colère qui pourrait servir de bouclier de viande et prendre d'assaut la maison. Et comme Gladys n'a certainement aucun de leurs objets personnels, ils seront tous immunisés contre ces sorts. Maintenant, après ce qui vient de se passer à la station-service, ils devraient supposer qu'ils pourraient être attaqués à nouveau. Donc ils devraient vraiment emporter quelque chose avec eux au cas où ils devraient se défendre. Ils ont également appris que les zombies ne perdent jamais leur concentration une fois qu'ils ont verrouillé une cible. Mais il existe en fait un moyen d'utiliser ça contre eux. Si Archer attire les sbires pour qu'ils le poursuivent, puis retourne à son véhicule et s'enfuit à toute vitesse, ils continueront à le poursuivre dans toute la ville, ce qui permettra à Justine d'entrer librement et d'enquêter pendant que lui les occupera. Dès qu'ils entrent, ils voient Paul debout dans le noir de l'autre côté de la pièce. Mais au moment où elle franchit une ligne de sel tracée sur le sol, Paul et James sont instantanément pris d'une rage meurtrière. Pendant ce temps, à l'étage, Alex décide d'essayer d'entrer dans la chambre de la vieille femme. Mais dès qu'il franchit la ligne, ses parents se lancent à sa poursuite comme deux zombies dénués de toute intelligence, obligeant Alex à courir pour sauver sa vie. Dans la cuisine, Paul commence à étrangler Justine contre le plan de travail. Désespérée, elle attrape un éplucheur et commence à peler la chair de son visage, mais il ignore complètement la douleur, comme s'il ne la ressentait même pas, et commence à la soulever dans les airs, les yeux exorbités. Quant à Archer, il n'arrive pas à se débarrasser de James quoi qu'il fasse, et celui-ci finit par le plaquer contre la porte du sous-sol. Alex traverse ensuite la salle de bain au moment où ses parents font finalement irruption, mais il parvient à les contourner et à se réfugier dans la chambre de la vieille femme. Pensant avoir gagné, Gladys vient voir Paul finir le boulot, mais à l'étage, Alex achève le rituel en utilisant la perruque de la femme comme objet cible. Et quand elle entend le craquement de la brindille, elle comprend exactement ce qui va se passer. Tout à coup, les 17 autres élèves remontent les marches en courant et se lancent à la poursuite de Gladys dans tout le quartier, défonçant les maisons les unes après les autres jusqu'à ce qu'ils parviennent enfin à la rattraper. Oh, elle fait de son mieux pour tenter de fuir, mais ces gamins ne la laisseront pas leur échapper, et ils finissent par la rattraper dans le jardin d'un voisin. Gladys hurle pour demander grâce, tandis que dans la maison, ses sbires tentent toujours de tuer Alex et Justine. Mais juste au moment où tout semble perdu, les enfants commencent littéralement à mettre Gladys en pièces à main nue, la déchiquetant membre par membre jusqu'à ce que la malédiction soit enfin brisée. Dès qu'il reprend ses esprits, Archer suit les traces de destruction à travers le quartier jusqu'à ce qu'il retrouve son fils et tous les autres enfants rassemblés autour du corps de la femme. Tandis que dans la maison, Justine découvre Alex en train d'embrasser ses parents dans la salle de bain. Quant aux autres enfants, ils ont tous pu retourner dans leur famille. Mais même si le sort est rompu, leur vie ne sera plus jamais la même. Évanoui. Wouh les gars, c'était un super film. Et en fait, je le mettrais bien ex aequo avec Sinners, mon film d'horreur préféré de l'année. Il y avait plusieurs degrés les amis, ce film était profond, il comportait plusieurs niveaux, il mérite même d'être vu plusieurs fois. Ils l'ont vraiment réussi celui-là. Mais si vous auriez fait quelque chose différemment dans l'épisode d'aujourd'hui, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé ce film? Je veux savoir. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment Battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!